Inconvénient de ces plaques d'athérosclérose, sur l'aorte, ça n'a pas beaucoup d'inconvénients, même si elles sont nombreuses. L'aorte est tellement grosse qu'il n'y a jamais une plaque suffisamment grosse pour boucher ou sténoser l'aorte. Par contre, sur des artères un peu plus petites, de moyen calibre, comme les coronaires épicardiques, eh bien, plus la plaque va être grosse, plus l'artère va perdre de la lumière et va être sténosée. Vous avez ici une section d'artère coronaire épicardique. Vous avez la lumière. Sur cette partie, vous avez la paroi normale. Vous voyez en rose la média, l'intima est très fine. Mais sur l'autre partie, vous voyez, sur environ 2/3 de la circonférence, eh bien l'intima est très épaissi. Il y a une plaque fibro en jaune, orangé, lipidique en clair. Cette sténose-là, c'est environ du 30%. C'est considéré comme non significatif. Sur un autre individu, où on pourrait imaginer que celui-ci n'était pas mort, il a continué à développer sa plaque, on lui a laissé le temps, et vous avez une plaque. Pareil, lésions excentrées. Ce sont des lésions focales, les lésions d'athérosclérose, donc elles sont focales quand vous les voyez en face. Et sur des tranches, ça vous paraît excentré avec toujours, ou presque toujours, un intervalle de parois saines. Plaque fibro, en orangé, lipidique, avec un gros centre lipidique. Cette fois-ci, vous avez une sténose à 70%. Et on va dire, quand on est un cardiologue, qu'on fait des coronarographies ou qu'on s'occupe de malades coronariens, que cette plaque est significative. Et puis là, vous avez une lumière résiduelle qui est toute fine. Là, c'est du sang qui a coagulé à cause du formol, ce n'est pas une thrombose. Vous voyez, vous avez une énorme plaque fibro-lipidique excentrée avec une toute petite lumière résiduelle. Vous avez une sténose à 95%, bien sûr significative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire significatif? Eh bien, il faut que je vous pose la question, quelles sont, mais c'est marqué sur la diapo, les corrélations anatomocliniques? Eh bien, ces lésions sténosantes non compliquées sont corrélées, donc en corrélation anatomoclinique, à une symptomatologie d'effort. Pour les coronaires, c'est l'angor d'effort. Et les cardiologues considèrent qu'une plaque est retenue potentiellement coupable d'une symptomatologie d'effort, donc entraîne une sténose significative lorsque la sténose atteint les 70%, comme ici. D'accord? Et donc ces lésions d'athérosclérose sur des artères de moyen calibre sont responsables de sténoses qui peuvent entraîner donc des symptomatologies d'effort, comme par exemple aussi la claudication intermittente des membres. Si vous avez de l'athérosclérose sur les artères fémorales, la fémorale superficielle ou les iliaques, vous avez sur la poplité, une fatigue à l'effort, des douleurs à l'effort, c'est la claudication intermittente des jambes, eh bien, il y a des sténoses. D'accord? Donc n'oubliez pas la corrélation anatomoclinique. Pour ces plaques non compliquées, il faut des sténoses importantes. Dans le territoire coronaire, on dit, l'expérience a fait découvrir que c'était 70% le seuil, à partir duquel ça devient significatif et ça peut être accusé d'être responsable d'une symptomatologie d'effort, l'angor d'effort. Malheureusement, les plaques d'athérosclérose n'en restent pas toujours au stade de plaques non compliquées, lisses, même si ça prend du volume. Elles peuvent se compliquer, et là, ça devient beaucoup plus sérieux, avec des manifestations cliniques bien plus fréquentes et bien plus sévères. Qu'est-ce que c'est que les complications? Il y a 3 types de complications: l'ulcération, la thrombose, on a déjà cité ces deux-là sur le schéma, et puis il y en a une troisième qu'on va rajouter, qui est l'hémorragie intraplaque. Ces 3 complications sont importantes. L'ulcération, qu'est-ce que c'est? Vous regardez ici une aorte ouverte longitudinalement et vous avez des plaques. Cette fois-ci, vous avez encore quelques plaques lisses ici, mais la plupart des plaques apparaissent comme des cratères lunaires. Elles sont ulcérées. Et je vous ai dit, l'ulcération expose des substances qui vont activer la coagulation. Il y a nécessairement de la coagulation. Vous avez ici en histologie une petite ulcération microscopique, mais assez creusante. Il n'y a plus de chape fibreuse et on expose le centre lipidique. Parfois, je vous l'ai dit, la perte de substance est minime, on la voit à peine au microscope, c'est ce que certains auteurs ont appelé l'érosion. N'empêche que ça active la coagulation et l'érosion peut être responsable de thrombus. Vous voyez ici la petite languette, là, voilà, là la perte de substance c'est juste ça, mais ça fait perdre l'endothélium, ça active la coagulation. Deuxième type de complication, qui est l'hémorragie intraplaque ou hématome intraplaque. Je vous en ai peu ou pas parlé jusqu'à présent, mais c'est très très important. N'oubliez pas cette complication. Elle est à l'origine de nombreux accidents vasculaires cérébraux.
Vous avez ici donc le territoire d'élection de cet hématome intraplaque, c'est la bifurcation carotidienne, hein, enlevée par le chirurgien. Et vous avez ici la carotide primitive, on voit à peine la carotide externe, et surtout la carotide interne sténosée, parce que dans l'épaisseur de la plaque, il y a eu un saignement. C'est un hématome intraplaque ou hémorragie intraplaque. Ça se passe dans la plaque, donc dans l'intima. Donc ne confondez pas ça avec quelque chose dont on ne parle pas du tout aujourd'hui, mais que vous en entendrez parler, ça s'appelle la dissection des artères. La dissection des artères, c'est tout autre chose, c'est un clivage de l'artère dans la média. Donc là, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même, dans les mêmes pathologies. Et bien là, vous avez une complication de la plaque d'athérosclérose qui peut être à l'origine donc de nombreux accidents, en particulier vasculaires cérébraux, si ça touche le territoire carotidien. Alors pourquoi ça se met à saigner dans la plaque? Eh bien, on n'en sait rien. On dit que c'est les macrophages qui vont libérer des médiateurs, des enzymes protéolytiques qui vont fragiliser la paroi des néovaisseaux. Ce sont les forces de cisaillement qui vont dissocier les vaisseaux. Et puis certains disent, eh bien non, l'hémorragie intraplaque, c'est parce qu'à l'origine, il y a une ulcération, et puis le sang va rentrer dans la plaque. Effectivement, ulcération et hémorragie intraplaque sont fréquemment associées sur une même plaque d'athérosclérose. Et puis pour terminer, les complications, la complication majeure, la complication reine de l'athérosclérose, qui fait toute la gravité de l'athérosclérose, c'est la thrombose. On en a déjà parlé, il faut perdre l'endothélium ou que l'endothélium dysfonctionne sévèrement, le sang coagule, parfois ça bouche l'artère, la thrombose est occlusive, comme ici au niveau de l'aorte abdominale. C'est tout à fait rare comme syndrome, ou elle est murale, cette thrombose, elle ne bouche pas l'artère, mais ça tapisse la plaque d'athérosclérose ici sur une carotide interne. Voilà ici la thrombose murale et là la thrombose occlusive. Alors, qu'est-ce qui se pose comme question? Eh bien, comment ça marche? Je vous ai dit, on ne sait pas trop comment ça marche, puisqu'on n'a pas de modèles expérimentaux qui permettent de connaître l'histoire naturelle. Donc, on voit les lésions, on les observe quand elles sont constituées. Et après, on fait des hypothèses plus ou moins spéculatives. Qu'est-ce qui est important pour vous en médecine, pour les complications? Quelle est la corrélation anatomoclinique? Je vous ai dit tout à l'heure, les plaques non compliquées, la corrélation anatomoclinique, c'est la symptomatologie d'effort. Par exemple, dans le territoire coronarien, c'est l'angor d'effort. Là, pour les plaques compliquées, eh bien, la corrélation anatomoclinique, c'est la survenue d'accidents paroxystiques majeurs, parfois mortels, comme l'infarctus du myocarde, comme l'angor de repos, comme la mort subite, comme la gangrène des membres inférieurs, comme l'accident vasculaire cérébral, le ramollissement cérébral. D'accord? C'est l'infarctus du cerveau, l'infarctus des pieds, des orteils, l'infarctus du cœur, l'infarctus du rein. D'accord? Donc ces plaques compliquées sont corrélées à la survenue de symptômes extrêmement graves, avec une mortalité importante, une morbidité importante. D'accord? Ça ne veut pas dire, soyez quand même prudents, ça ne veut pas dire que parce qu'un individu porte des plaques compliquées qu'il va faire un infarctus. Hein, je dis c'est une corrélation, mais ce n'est pas une corrélation absolue. Donc toute plaque compliquée n'entraîne pas une symptomatologie. Beaucoup d'individus ont des plaques compliquées et n'ont aucune symptomatologie. Alors vous comprenez bien que si là, vous avez des prélèvements qui sont arrivés jusqu'en anatomie pathologique, donc ce sont des sujets qui sont décédés, mais si le sujet ne meurt pas, vous voyez, cette thrombose eh bien, va s'organiser. Et résultat des courses de cette organisation, eh bien, la plaque va augmenter de volume, il y aura une croissance. De même que là, vous pouvez imaginer que si le sujet n'avait pas été opéré parce qu'il avait fait un accident vasculaire cérébral transitoire, s'il n'avait pas été opéré, eh bien, cette plaque d'athérosclérose aurait considérablement grossi parce que l'hématome intraplaque ou l'hémorragie intraplaque se serait organisée. Alors, je vous ai donc raconté une histoire naturelle qui est dérivée donc de travaux qui ont maintenant environ une trentaine d'années. Il y a la lésion initiale, c'est la strie-lipidique, et une partie des stries lipidiques va régresser, et puis l'autre partie, au contraire, va évoluer vers des lésions avancées. Alors sachez qu'actuellement, c'est contesté, et c'est contesté depuis environ les années 2000 par une équipe de pathologistes américains et puis par d'autres. Donc beaucoup maintenant considèrent que la lésion dite initiale, la strie lipidique, n'est pas une lésion d'athérosclérose, n'est pas une lésion initiale qui va donner naissance aux plaques d'athérosclérose.
Et certains donc, de ces auteurs, sous la houlette donc, de Virmani, eh bien, disent que ça commence en fait par ce qu'elle appelle l'épaississement intimal pathologique. Et puis vous voyez, elle rajoute avec ou sans érosion. Je vous ai montré ce que c'était que l'érosion, c'est une perte de substance minime. Et puis après, elle reconnaît la plaque fibrolipidique ou plaque d'athérosclérose avec une chape épaisse ou avec une chape fine. On va revenir là-dessus. Puis il y a la rupture de la plaque, c'est l'ulcération, etc. Donc vous voyez la belle histoire de l'histoire naturelle qui part de la strilipidique, lésion initiale, qui va ou bien régresser ou bien donner la plaque, la vraie plaque d'athérosclérose, eh bien c'est contesté actuellement. Donc quand on parle d'athérosclérose, eh bien embrayer directement actuellement sur les lésions constituées sur la plaque d'athérosclérose, la plaque compliquée, la plaque non compliquée. Alors vous entendrez parler par les cardiologues de plaques vulnérables, de plaques à risque, de plaques fragiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le suivi des malades, de grandes quantités de malades, avec des corrélations entre l'imagerie radiologique, la coronarographie, et puis la clinique, on fait découvrir qu'il y avait en coronarographie des plaques qui n'apparaissaient pas très sténosantes, et puis pourtant, aller donner 1 an, 6 mois après, 2 ans après, eh bien l'infarctus du myocarde. Parce que dans ce territoire-là, ça se complique. Et donc l'idée est venue que ce n'étaient pas forcément les plaques les plus sténosantes qui étaient les plus dangereuses et qui portaient le potentiel de complications, c'est-à-dire de thrombose. Et donc si ces patients décédaient, eh bien, les pathologistes allaient regarder précisément les territoires d'intérêt qui avaient été la plaque qui s'était compliquée, qui avait donné l'infarctus. Et ils se sont aperçus, et en faisant donc des corrélations entre la clinique, l'anatomie pathologique et l'imagerie, eh bien, que ces plaques qui avaient tendance à se compliquer eh bien, n'étaient pas les plus sténosantes, mais avaient des caractéristiques morphologiques. Et ces caractéristiques morphologiques ont défini la plaque vulnérable ou plaque à risque. C'est une plaque qui a le plus de chances de se compliquer qu'une autre. Mais ce n'est pas absolu. Donc pour un individu donné, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous ne pourrez pas dire, lui, il a une plaque à risque, il faut vraiment s'en occuper sérieusement. Ça n'a pas cet impact-là. Alors quels sont les critères ou les caractéristiques structurales de ces plaques à risque? Eh bien, c'est une plaque qui a un relativement grand centre lipidique. C'est une plaque qui a une chape fibreuse fine. Et même les bons auteurs sont allés jusqu'à mesurer le seuil et ils ont dit c'est une chape fibreuse qui est inférieure à 65 microns. Et puis dedans, il y a de l'inflammation qui va liser le collagène. Voilà les critères ou les caractéristiques morphologiques de la plaque à risque. Alors, ne galvaudez pas, vous, le mot de plaque à risque ou de plaque vulnérable, comme je vois souvent dans la bouche des plus vieux que vous, des cardiologues. Ne confondez une plaque à risque, ce n'est pas une plaque compliquée, c'est une plaque qui a un potentiel hypothétique plus grand de se compliquer. Mais parlez de plaques non compliquées, de plaques fibrolipidiques, plaques d'athérosclérose non compliquées, et parlez de plaques compliquées. N'utilisez pas à tort et à travers le mot vulnérable, d'accord ? Et quand vous dites compliqué, précisez, c'est une ulcération, c'est une thrombose, c'est un hématome intraplaque. Voilà quelques exemples de chapes fibreuses épaisses et de chapes fibreuses fines. Voilà les nodules calcifiés. Alors, dans toutes ces classifications, ils sont oubliés des choses importantes. Eh bien, c'est oublié premièrement les embolies. Les plaques d'athérosclérose, je vous ai dit, peuvent se compliquer de thrombose. Que devient le thrombus ? Jusqu'à présent, je vous ai surtout axé, je vous ai dit, le thrombus, si le malade ne meurt pas d'infarctus, eh bien, il va s'organiser et la plaque va grossir par à coup. Il y a une autre possibilité d'évolution, c'est que le thrombus se détache et migre dans la circulation et va emboliser à distance et va donner un infarctus rénal, un infarctus cérébral ou un infarctus dans l'orteil, ça s'appelle le Bluetooth syndrome. Donc c'est la migration, la fragmentation du thrombus. Ces thrombus se détachent d'autant plus qu'ils sont mobiles, pédiculés, et mobiles en échographie. Voilà. Alors vous voyez ici, ça illustre bien la relativité de cette notion de plaque vulnérable. Vous voyez ici, vous avez une plaque compliquée avec un volumineux thrombus pédiculeux qui avait donné naissance à des embolies qui a été opérée. Et vous voyez que la chape fibreuse ici est très épaisse. Alors je vous ai dit, une des caractéristiques morphologiques des plaque vulnérable à risque, c'est la chape fibreuse fine. Vous voyez, tout est relatif. Hein. Deuxième type de complication assez importante aussi, eh bien, cette fois-ci, ce qui embolise, ce n'est plus du thrombus, c'est le centre lipidique. C'est ce qu'on appelle les embolies athéromateuses ou embolies de cholestérol.
Ce n'est pas les embolies graisseuses. Les embolies graisseuses, c'est tout à fait autre chose. C'est la moelle osseuse qui migre dans les grands fracas osseux des traumatismes, hein. Donc ça n'a rien à voir avec l'athérosclérose. Là, c'est la migration du centre lipidique. Il y a une ulcération creusante qui met à nu le centre lipidique et le contenu du centre lipidique part dans la circulation. Et vous voyez ici, il va aller bloquer une collatérale d'orteil ou va aller se ficher dans un petit capillaire glomérulaire et donner une poussée d'insuffisance rénale aiguë quand il y en a beaucoup. Et surtout, complication majeure qui fait aussi la gravité de l'athérosclérose, eh bien, c'est la survenue d'anévrismes. Si vous aviez bien lu, si je vous avais bien lu la définition de l'OMS il y a 50 ans, je vous aurais dit c'est une lésion de l'intima, etc., avec la description. Et c'est écrit que cette lésion de l'intima retentit sur la média. Et ça, c'est vrai. La média, sous la plaque, va souffrir, va s'atrophier, va perdre ses cellules musculaires lisses, va perdre son collagène, va perdre ses fibres élastiques, va se fragiliser, ce qui va donner lieu au développement d'une dilatation de l'artère qu'on appelle l'anévrisme. Et la cause majeure d'anévrisme chez l'homme au niveau de l'aorte, et sur de l'aorte abdominale, c'est l'athérosclérose. Vous en avez ici un exemple, là, vous avez l'aorte thoracique descendante, là, le diaphragme à peu près ici, l'aorte sous-rénale, et là elle est dilatée, et elle est thrombosée. Voilà l'aspect typique de l'anévrisme athéroscléreux, qui est un anévrisme extrêmement fréquent au niveau de l'aorte. Certains de ces anévrismes, vous avez ici l'aorte de calibre normal, et certains de ces anévrismes ont une paroi épaisse fibreuse. Ça, c'est anecdotique. Et vous voyez ici, comme toujours, vous augmentez la taille de la cavité, il y a du sang qui stagne, ça active la coagulation. Thrombose, thrombose. Donc n'oubliez surtout pas comme complication, il n'y a pas que l'ulcération, l'hémorragie intraplaque et la thrombose, il y a aussi l'anévrisme, hein, c'est une complication majeure de l'athérosclérose aortique. Voilà, c'est terminé, merci.